Bonjour, je m'appelle Danielle LeBlanc, je suis directrice de la collection littérale aux éditions Perce-Neige et je reçois la poète Sue Goyette et la poète Georgette LeBlanc, traductrice du recueil Océan, lauréat du prix littéraire du gouverneur général pour la traduction en 2020. Nous nous joignons à vous depuis Moncton, au Nouveau-Brunswick, sur les terres non cédées du peuple Mi'kmaq. J'aimerais vraiment vous entendre toutes les deux sur l'idée de la traduction, puis la traduction dans toutes ses formes. Donc, une définition très ouverte, très loose de la traduction. Donc, Sue, I'll start with you, okay. Maybe, but as far as I know, you haven't done linguistic translation in the sense of one language from another, somewhat like Georgette did for Océan. But you deal with translation a lot in your work. Mm-hmm. I'm thinking of Penelope, that translates in some way the story from Homer to create a voice that isn't in the original text. So that's a sort of translation. Mm-hmm. And you do it also, in my opinion, with Anthesis, which came out very recently in 2021. 2020. 2020, yeah. Sorry. Mm-hmm. And I'm wondering if you can talk about your relationship with translation, if you have one, and how it informs or how you practice it. I am fiercely entranced by translation. I think poems in some ways are translations just by their nature. It's like, you were indicating a table in one of our conversations, and it's like, well, how can I convey the idea of this in another way, or how can I refresh this word? Because words are our palette. We're always kind of translating the meaning of the word back to the thingness of them, which sounds really hoo-hoo, but like the language is what we sculpt with. So I often think of the ways language serves how I'm thinking, and often the language is translating something that is unspeakable. So it's translating and making meaning. So it's doing a lot of work in a poem, besides the silence in a poem, which is the other part of a poem. So in Penelope, for me, Penelope was just more making space for a voice that had been redacted, frankly. And I just did a degree in women and genders program. And it was like, we have a lot of he's, and I just really want to pepper our Western canon with some she's. And also, I was thinking about how active waiting was, and it was a different type of heroics. Absolutely. And it's an epic when you're waiting. If you're waiting, like I had spent some time in hospitals and waiting rooms. I'd spent some time after, losing someone very close to my family, and like waiting through the grief before you understand how grief is ongoing and transforms back to love. Just waiting is an active thing. So translating, first of all, the epic of the story into a more current version was one way of thinking of that collection of poems. Also translating the woman's voice through a temporal kind of fluidity so that she would return back to herself redignified and reclaimed, which moved into my next anthesis, which is a work of reclamation, where I went back to a novel I'd written, which was autobiographical, though fictional, but based on my experience, and realizing, with the help of my therapist, and he was so funny the way he told me, but realizing I had sacrificed myself into a character to tell the story, whereas I should have been paying attention just to the girl I was, and I just couldn't at that time. I think our as Georgette has so fluently and eloquently said, our sense of self is an ongoing
manifestation. And I completely agree with that. And I think I couldn't have done that work. I had to write the novel first to export the story. And then with aging and healing and, whatever happens, I understood that I had to go back and rescue that girl because she was serving the story, but no one was serving her. And no one had yet. And so that work was a real plunge. It was, I had dreams of that work it was always me putting a knife between my teeth and diving into water to find her and bringing her up. And so I redacted all the story except for the parts that spoke to her. And that was translating one version of a character again into a different setting, which is a really it's like translation and kind of translocation, which is really interesting too. Puis Georgette, tu me corrigeras si j'ai tort, mais tu fais un peu la même chose dans tes œuvres, je pense. Je parle pas d'Océan, là, mais Prudent. T'es certainement intéressée avec l'idée de la traduction dans Prudent. Yeah. Oui, Prudent était traducteur. Prudent, le personnage. So, Prudent, c'était mon ancêtre. Puis, Prudent était traducteur de métier. C'est ce qu'on m'a dit. Enfin, moi, je ne l'ai pas connu, mais au 18e siècle, à Port-Royal. So, ça fait un petit bout de temps de ça. I don't know. But c'est dans le... A Great and Noble Scheme là, de Farragher. Il est nommé plusieurs fois dans différents textes. Différents historiens le nomment comme étant un traducteur, puis comme un genre de juge, de père, une personne. Il était marchand aussi. Ça fait que moi, quand j'ai commencé à penser à Prudent, j'étais au Pérou. Et puis, je pensais beaucoup au village. Puis, je pensais à la traduction. Je pensais justement, parce que j'étais frustrée, parce que je voulais qu'on traduise allemand. J'avais traduit allemand. Je voulais faire ça. J'avais rencontré des traducteurs. Puis juste ça, le travail de traduction, de passer d'une langue vers l'autre. Au Pérou, c'est le quechua, c'est l'espagnol. Mais les indigènes, les autochtones de la région, il y a l'aymara, puis le quechua, puis il y a différentes langues indigènes. Ça fait que c'est comment c'est un pouvoir politique qui parle une langue, puis qui essaie de communiquer avec un peuple ou un groupe qui comprend rien et qui veut pas comprendre parce que c'est le bourreau qui les a comme contribué à détruire la communauté. C'est l'importance du traducteur dans des rencontres où deux mondes opposés, souvent, qui sont déjà comme opposés à cause d'une histoire difficile et douloureuse, à cause de trauma, puis de tente de se rencontrer. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'un traducteur, l'importance du traducteur, l'importance de la valeur de ce travail-là, le soin qu'il faudra, tu sais, comme le genre d'éthique qu'il faudra avoir pour entreprendre ce type de travail-là. Parce que ça veut dire qu'il faut être à l'aise dans les deux langues. Il faut, pour prétendre vraiment comprendre comment faire passer, pas juste un mot, mais le sens du mot vers l'autre, à l'autre communauté. Comment tu fais ça? Qui est-ce qui fait ça? Fait que penser au traducteur, penser à l'homme, à la personne, quel type de valeur, les enjeux. Qu'est-ce qui arrive si tu comprends mal? Oui. Comprends-tu? Parce que c'est ça l'affaire. C'est pas juste traduire un code. C'est pas des chiffres. C'est ça. Je sais pas, faudrait trouver une analogie. Tu sais, là, comment, c'est pas trouver des équivalences, non. C'est même pas une équivalence, parce que c'est ça l'affaire et tout. Il n'y a pas tout le temps un mot dans l'autre langue qui va dire exactement ce que... Ça fait qu'il faut que t'arrives proche, comme Dead Reckoning. Il y a Rob Finley, qui était mon prof, qui est poète incroyable, avait écrit un essai à un moment donné sur A. Chamberlain. Je ne sais pas si tu connais, Dead Reckoning. Puis c'est l'idée que t'es tout le temps en navigation ou dans un voilier.
t'es jamais vraiment sûr de juste tu t'en vas. Tu es en train de naviguer sans vraiment être sûr de savoir jusqu'à la côte. Je sais pas, je suis en train de l'expliquer mal. Mais c'est un petit peu ça avec le sens. Là, tu vas jamais arriver droit au but. T'es tout le temps comme proche. Fait que dans le contexte de littérature, de travail littéraire, on peut se dire que c'est comme moins dangereux ou moins... Mais dans le contexte comme politique, disons comme dans celui de Prudent, dans le cas de Prudent, holy moly, comme... C'est pas rien, là. Parce qu'il était interprète à Port-Royal dans les années... Juste avant la déportation. C'est ça, 1700 à 1755. C'est ça. Là. Fait qu'il aurait peut-être compris. Je me dis, c'est un homme, il est faillible, il est comme tout le monde. C'est mon arrière-grand-père, mais c'est un homme. Il y a personne. Il y a pas vraiment de. Tout le monde a ses fautes, ses forces et ses faiblesses et tout ça. Ça fait que c'est un homme, tu comprends juste dans la mesure que tu peux. Tu sais? Fait que disons que tu sais le mot, si tu me dis un mot, ben moi je vais le traduire. Ben, s'il y a un sens investi dans ce mot-là, si le contexte de ce mot-là est complètement différent puis que j'arrive pas à reconnaître ça, je vais peut-être manquer complètement la côte. Mm-hmm. Je vais pas me rendre là. Le message va pas arriver à destination. C'est fascinant. Puis il faut dire que Prudent aussi travaillait pour le gouvernement colonial britannique. Oui. Yeah. Puis s'est fait déporter. Yeah, c'est ça, à 80 quelques années. Ouais. C'est pour dire qu'il aura mal compris de quoi. Il avait... So, tu sais là, c'est intéressant. Fait que je mets pas... Ben, dans le texte, je parle beaucoup de la langue. En fait, mais moins, tu sais là, en fin de compte, j'ai moins parlé de la traduction dans le récit, là, dans le recueil publié. J'ai fini par parler de l'événement, plutôt que de parler de la traduction. Mais au début du recueil, en pensant Prudent, je pensais beaucoup à la traduction, puis au rôle que la traduction peut jouer dans la création, dans la tentative de créer des liens entre deux groupes. Puis l'importance de tout ça, que ça peut, tu sais, quand ça travaille puis quand ça travaille pas. Puis au début du recueil aussi, on rencontre Prudent comme traducteur. Oui. C'était quoi que tu as pensé dans ton propre contexte? T'as-tu déjà vu comme autre traductrice dans les différentes langues? Ah oui, non, c'est ça. Je me traduis tout le temps, puis je le dis souvent, ça. Même comme Laster, je suis en train de parler un autre. Je suis en train de traduire mon français acadien. Je suis comme tout le temps, constamment en train de se traduire. Tu sors de la maison. C'est là, faut... Non, je traduis depuis ma tendre enfance, là, depuis que je commence à parler. Parce que dès que tu sors de la baie ou de la communauté acadienne, ben là, faut parler anglais parce que sinon, il y a rien qui se passe, tu sais. C'est malheureux que c'est pas l'inverse, que c'est l'affaire de la minorité-majorité. Puis dans le fond, je dis que c'est malheureux, mais ça m'ouvre à un autre monde. C'est pas la fin du monde, mais c'est rien que pour dire que je fais ça depuis tout petit. Puis, comme tout le monde d'autre à la baie. Je suis pas la seule. Puis, et comme tout le monde d'autre en Acadie. C'est juste ça, c'est ça. Les Acadiens, pour toutes sortes de raisons, sont un peu naturellement traducteurs de métier aussi, parce qu'il faut. Il y a toujours cette tension linguistique. Oui, parce qu'on n'est pas tout en... Oui, mais en tout cas, je ne vais pas dire pourquoi, je ne sais pas. Mais oui, c'est juste ça. Merci beaucoup.